Bonjour à tous et à toutes, je suis Alexis Nicker et je vous souhaite le bienvenu à ce deuxième webinaire dans une série dédiée aux professionnels Microsoft. Je suis accompagné aujourd'hui par François Bianchi, responsable du pôle cloud au sein de Nigel Frank. Nous avons pour but aujourd'hui de vous donner un premier aperçu de l'enquête salariale Microsoft Azure que nous réalisons tous les ans au sein de notre cabinet. Nous espérons que les informations présentées ici vous aiguilleront et vous aideront en tant que candidat Azure sur comment vous démarquer sur ce marché qui est en constante évolution. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Nigel Frank, nous sommes le premier cabinet de recrutement dédié aux technologies Microsoft et leader mondial dans ce domaine depuis 2006. Nos consultants sont chacun spécialisés sur l'un des clouds de Microsoft, que ce soit Dynamics, Microsoft 365 ou Azure. Et notre objectif premier est d'accompagner vous, les candidats, vers votre prochaine opportunité professionnelle, que ce soit pour un poste en CDI ou pour une mission en tant que freelance. Alors, pour l'agenda aujourd'hui, dans un premier temps, nous allons voir ce que nous entendons par une enquête salariale. Quelle est notre méthode et quelles sont les données que nous avons récoltées. Nous nous pencherons ensuite sur ce que ces résultats peuvent nous dire sur comment se démarquer en tant que candidat. Nous commencerons par un état des lieux du marché, voir comment est constituée la population Azure en termes de seniorité, quelles sont les ressources que vous avez à votre disposition pour la montée en compétences, également les certifications qui sont les plus porteuses sur le marché aujourd'hui. François prendra ensuite la main pour vous parler de la rémunération et comment impacter celle-ci, de la satisfaction employée et des compétences spécifiques que recherchent les employeurs. Nous ne couvrirons pas l'entièreté des résultats de cette enquête ici durant le webinaire. Il sert plutôt d'introduction. Donc, on vous encourage vivement à télécharger le rapport complet suite à cette session. Et nous finirons le webinaire avec une partie questions-réponses. Donc, au plaisir d'échanger avec vous. Alors, l'enquête salariale Microsoft Azure. C'est une étude annuelle du marché Azure. Les résultats présentés ici aujourd'hui proviennent de la 11e édition de nos études Microsoft. Le format est simple. Tous les ans, nous invitons les candidats avec qui nous travaillons à répondre à une série de questions. Nous vous sondons sur les sujets qui vous impactent le plus dans le cadre professionnel, sur ce qui vous motive, vous démotive, sur les tendances du marché. Nous collectons bien sûr les données relatives à vos rémunérations. Nous croisons ensuite avec les données de nos propres recrutements pour obtenir la vision la plus complète du marché. Ce sondage aide certainement les employeurs et les candidats à avoir un benchmark quant au marché du recrutement. Nous espérons également qu'il vous donnera à vous, en tant que candidat, des astuces pour impacter positivement votre carrière. Alors, je vous avais promis un état du lieu. Et c'est par là qu'on va commencer, en regardant comment est constitué le marché Azure aujourd'hui. Ici, dans la colonne de droite, vous avez le nombre d'années d'expérience totale dans l'IT global pour les candidats qui travaillent aujourd'hui sur Azure. La population est très diverse. Il y a un mélange d'expériences avec des profils expérimentés qui se sont tournés vers le cloud plus tard dans leur carrière, ainsi que des profils juniors qui démarrent directement sur ce créneau. Pour ce qui est de l'expérience sur Azure en tant que telle, ici à gauche, constaterez qu'il y a une grande concentration de profils sur des niveaux d'expérience similaires, entre 1 et 3 ans et entre 4 et 6 ans. C'est logique compte tenu de l'ancienneté de la technologie, mais ceci accentue donc la nécessité de devoir se différencier. C'est là qu'est la question auquel on va essayer de répondre aujourd'hui. Comment s'y prendre? Il est certain que votre expérience concrète sur des missions sera toujours le facteur premier pour vous démarquer. Mais notre expérience en tant que cabinet dans ce domaine nous indique que l'auto-formation joue également un rôle majeur dans le monde de l'IT et plus particulièrement pour la montée en compétences de profil cloud. Et c'est via cette slide qu'on reprend les ressources qu'utilisent et recommandent nos répondants pour l'apprentissage autour d'Azure. Encore une fois, je vous invite à télécharger le sondage complet pour pouvoir vous poser tranquillement et prendre connaissance de ces ressources, en espérant que vous trouviez une ou deux ressources que vous ne connaissiez pas. Mais je vous laisse également quelques instants maintenant pour prendre connaissance de cette slide. Voilà. Donc, hormis le fait que vous pouvez améliorer vos connaissances via ces ressources et l'auto-formation, les retours que nous font nos clients indiquent également qu'une approche proactive à ce niveau peut vous faire marquer des points durant un processus d'embauche. Pour les entreprises qui recrutent, évaluer les soft skills des candidats qu'ils rencontrent est très difficile. C'est un réel challenge. La motivation, l'implication, la curiosité sont des qualités qui sont souvent recherchées, mais qui sont difficilement quantifiables. Et pouvoir démontrer que vous allez au-delà des missions principales de votre poste pour continuer à vous perfectionner sur votre domaine de prédilection est indicatif d'une ambition et d'une curiosité qui peut être très porteuse. Maintenant, évidemment, je pense qu'il y a une question que certains sont en train de vous poser. Comment trouver le temps de s'auto-former alors que vous êtes sans doute attendu sur vos projets, sur des livrables, sans parler de la vie perso? Les meilleurs employeurs ont compris qu'allouer du temps à ces sujets sur les horaires de travail
est important pour l'épanouissement des employés et pour maintenir un certain niveau de compétence en interne. Mais ce n'est pas courant partout. Et c'est donc ici que j'aimerais tourner ce sujet d'auto-formation sur quelque chose d'un peu plus concret. C'est ici qu'on va parler des certifications. Alors, une statistique encourageante qui est sortie du sondage cette année est que 50% des employeurs sont prêts à financer des certifications et sont souvent prêts à allouer le temps nécessaire à cette fin sur les horaires de travail. Et ce ne sont pas aujourd'hui uniquement les ESN qui proposent ce type de formule. Dans ces cas de figure, les deux parties sont bien sûr gagnants. Et le résultat pour vous en tant que candidat, c'est que vous sortez avec une approbation qui est reconnue, quantifiable pour vous et votre employeur. Donc regardons de plus près les certifications que vous avez à votre disposition. Ici à gauche sont celles qui sont les plus répandues parmi nos répondants. Et à droite, les certifications qui ont été remontées comme celles qui ont eu le plus gros impact positif sur la rémunération des personnes les ayant passées. Point sur lequel François reviendra un petit peu plus tard. Il y a bien sûr ici une grande variété dans les certifs présentés. Elles ne seront pas toutes pertinentes pour vous. Mais une chose est certaine, est que vos confrères sont très actifs sur ce créneau. Et nous savons, d'un point de vue personnel, qu'il y a de plus en plus de nos clients qui commencent à être regardants sur le sujet. Si vous avez un doute sur où commencer ou si vous voulez échanger sur ce sujet, n'hésitez pas à prendre contact suite au webinaire. Et pour boucler ce sujet sur les certifications, mis à part la rémunération, voyons quelques avantages ou quelques bénéfices liés à l'obtention de certifications remontées par nos répondants. En première place, cette notion de vérifier les compétences auprès de l'éditeur, c'est une forme de preuve concrète en fait des compétences que possède une personne et qui peut aider grandement en appuyant votre crédibilité. Et pour les autres points cités ici, il y a 3 gros thèmes qui se dégagent. 1, une amélioration dans le travail et la productivité au quotidien, qui est bien sûr souhaitée. 2, une reconnaissance supérieure de la part de l'employeur. Et 3, l'acquisition de compétences qui sont transférables, c'est-à-dire qui peuvent être transposées sur d'autres types de postes, sur d'autres employeurs, sur d'autres secteurs d'activité. Ici, à droite, globalement, on voit qu'une grande majorité des personnes qui répondent à notre enquête salariale aujourd'hui sont d'accord pour dire que les certifications les aident à se démarquer sur le marché de l'emploi. Donc voilà pour la partie sur les certifications et je vais maintenant passer la main à François qui va nous parler de la rémunération et l'impact que vous pouvez avoir sur la rémunération. Merci Alex pour l'introduction et démarrons directement sur le slide. L'objectif de cette question, bien évidemment, est de savoir quels sont les leviers à actionner afin d'augmenter vos revenus. Mais avant toute chose, le plus pertinent est de savoir comment se démarquer sur le marché Azure. Car si vous êtes bien positionné en termes d'expérience, de certification, vous allez forcément être très sollicité des marchés et cela aura des conséquences positives sur vos futures rémunérations. L'expérience sera à toute évidence un facteur déterminant, mais aussi votre visibilité sur de gros projets. En conséquence, si vous avez le sentiment de ne pas assez valoriser ou d'avoir une charge de travail excessive ou tout simplement de ne pas être suffisamment rémunéré au vu de votre rôle et de vos responsabilités, assurez-vous donc que votre CV reflète bien votre travail. Mettez-vous en valeur. Si vous nous couvrez d'autres rôles, assurez-vous que cela apparaisse aussi dans votre CV. N'hésitez pas à ajouter d'autres fonctions à côté de votre rôle principal, au risque d'être rapidement catégorisé. De la même manière, si vous avez travaillé sur un gros projet, n'hésitez pas à le détailler. Tout dépend de ce que vous attendez de votre prochain poste, mais sachez aussi que beaucoup de professionnels passent de grandes entreprises à de structures plus petites qui apprécieront votre expérience, votre expertise et seront disposés à vous rémunérer en conséquence. En parallèle, le secteur d'activité et sur lequel vous pouvez travailler aussi, car ça pourra faire une grosse différence. Si vous vous sentez limité dans votre secteur, n'hésitez pas à en explorer d'autres pour vous ouvrir de nouvelles portes et vos expériences pourront être complémentaires et bienvenues. Cela sera très positif pour vous à tous les niveaux et bien évidemment au niveau salarial. D'autre part, il arrive régulièrement que certaines personnes travaillant dans un secteur spécifique, par exemple prenons le secteur financier, et ne sont pas satisfaits avec leur entreprise, font souvent l'amalgame en pensant que le problème est le secteur, alors que cela peut être tout simplement cette même entreprise qui vous limite et que votre expertise sera mieux mise en valeur dans le même secteur. Pour conclure sur cette expérience acquise en particulier, il est important de voir tous ces points au-delà de l'expérience sur Azure et je vous invite à regarder notre enquête salariale en détail car vous aurez le détail sur vos postes, l'évolution des postes, vous aurez le salaire beaucoup plus détaillé sur notre enquête. Maintenant, je souhaite parler
de la partie satisfaction des employés au sein de l'environnement cloud. Donc voilà, comme vous pouvez le voir sur la partie gauche, il est très important de déterminer quelles sont les causes d'insatisfaction sur un lieu de travail, de savoir ce que peut affecter vos collègues. Beaucoup de personnes ne se sentiront généralement satisfaites avec leur environnement de travail, leurs collègues, les heures passées, l'équilibre vie pro, vie perso, la culture de l'entreprise. Mais là où les choses se compliquent, comme vous pouvez le voir sur la partie inférieure, c'est au sujet de la progression de carrière, la formation en continu, et c'est des points qu'il faut travailler. Donc, si l'on regarde les motifs, la colonne, donc la colonne de droite, si l'on regarde les motifs pour lesquels les professionnels souhaitent changer de poste, en premier lieu, nous voyons donc le salaire, mais ce qui vient directement derrière, c'est le manque de perspective d'évolution, le besoin d'un nouveau défi, le manque de vision et de direction, le manque de formation et de développement. Nous pensons qu'il est très intéressant d'évoluer sur un écosystème aussi dynamique que celui d'Azure, où les professionnels ont soif d'apprentissage de nouveautés. Et pour nous, les recruteurs, c'est très stimulant de travailler avec des candidats ayant cette volonté. D'autre part, si votre employeur ne vous propose pas de vous certifier, vous ne pouvez pas vous permettre l'investissement, essayez de trouver d'autres alternatives afin d'améliorer, de compléter vos connaissances. Cela vous aidera à vous positionner comme quelqu'un d'ambitieux, déterminé, et ce sont toujours des traits de caractère très attractifs pour les entreprises. Ce sont étant dit, regardons maintenant quelles sont les compétences techniques que les professionnels Azure doivent posséder. Comme vous le pouvez le constater, il y a 5 principales compétences techniques qui ressortent, mais ce ne sont pas les seules. Donc, je vous invite à regarder plus en détail. J'ai conscience que c'est beaucoup d'informations à digérer. Et le fait de télécharger notre enquête salariale, la parcourir tranquillement, vous donnera vraiment toutes les informations. Mais nous pouvons voir la partie migration cloud, la partie DevOps, machine virtuelle, stockage, sécurité, et aussi un peu plus loin avec 33%, la partie cloud hybride, qui est quelque chose qui monte de plus en plus. Peut-être il est intéressant pour vous d'essayer une nouvelle discipline, de se spécialiser ou bien simplement d'obtenir quelques connaissances additionnelles. De plus, savoir ces nouvelles compétences techniques ne vont pas forcément vous faire sortir du lot automatiquement et positivement. Il est important d'observer vos collègues ayant du succès, de savoir quelles sont leurs compétences afin de s'assurer d'aller dans la même voie. Il est aussi important de rappeler que beaucoup de recruteurs vont scanner vos CV en regardant comme premier filtre certaines compétences techniques et certains langages de programmation dont ils auront besoin. Dans certaines situations, cette étape est même automatisée par des softwares de sourcing. Donc, même si votre CV présente de nombreux succès, des expériences pertinentes, ainsi que la présentation de vos nombreuses compétences plus orientées business ou soft, vous pourrez passer à côté de grandes opportunités juste parce que vous n'aurez pas mentionné, par exemple, le code de programmation Python, en pensant que beaucoup de personnes l'ont déjà, et donc votre CV ne passera pas le premier filtre. Notre conseil est donc de penser à rédiger votre CV ou simplement l'actualiser, télécharger notre enquête salariale et regarder ces listes en vérifiant que vous n'avez rien oublié. Un test technique prouvera vos aptitudes techniques, mais personne ne peut deviner ce dont vous êtes vraiment capable lors de la révision des CV. N'oubliez surtout pas. Maintenant, nous allons terminer cette partie des compétences en parlant des compétences plus orientées business ainsi que les compétences humaines. Et je souhaite souligner fortement la partie compétences orientées business dans un premier temps, la partie de gauche. Il est d'autant plus crucial aujourd'hui de se démarquer par l'intérêt que vous porterez sur l'activité de votre entreprise, les enjeux de l'entreprise, la gestion de ses projets, comprendre bien évidemment l'optimisation des coûts, rapport qualité-prix, comprendre un petit peu quels sont les développements du business et en fait finalement d'avoir une vision beaucoup plus globale sur le business. C'est des choses qui sont beaucoup plus appréciées, qui sont très appréciées aujourd'hui et non pas simplement un aspect donc technique. Et bien évidemment, pour accompagner ces compétences orientées business, les compétences humaines sont capitales. Et pour regarder les 4 premières, c'est souvent celles qui reviennent. La résolution de problèmes, essentielle pour la gestion de projets. La partie communication, bien évidemment aussi. Le travail en équipe, la flexibilité, l'agilité et adaptabilité. Comment allez-vous vous démarquer en tant que top professionnel sur Azure en vous souvenant des points suivants?
Les compétences humaines sont vitales. N'oublions pas que, au-delà des compétences techniques et des compétences, en termes de certification, il y a d'autres choses à prendre en compte. Les compétences business, les compétences humaines sont très très importantes et vont faire une grande différence. Analysez ce qui est recherché, adaptez votre CV. N'hésitez pas, en fonction du projet pour lequel vous allez postuler, d'adapter votre CV pour le rendre plus attractif. Cela va vous ouvrir des portes et non enfermer. Et enfin, formez-vous en continu. Les certifications joueront un rôle important cette année. Et même si vous n'avez pas accès à certaines certifications, n'hésitez pas à vous former avec d'autres alternatives et faites-le savoir à votre futur employeur. Excellent, merci François. Donc ici, vous avez un code que vous pouvez scanner à l'instant pour récupérer le PDF de l'enquête salariale Microsoft Azure. On vous laisse quelques instants sur cet écran pour en bénéficier maintenant. Le temps de rattraper nos souffles et d'embrayer sur la partie questions-réponses. Merci pour votre écoute jusqu'à présent. Merci à tous. J'ai oublié de le préciser également. Ça peut être intéressant de laisser vos questions via le chat pour qu'on puisse les réceptionner, François et moi, et y répondre dans la foulée. Donc, encore quelques instants pour cette partie, pour inscrire vos questions et on s'y met dessus au plus vite. OK. Première question ici, assez classique en ce moment, on va dire. Quel a été l'impact du Covid sur le recrutement? Question très large. Donc, la première chose à dire là-dessus, les résultats qu'on a présentés ici aujourd'hui ont été récoltés en début d'année, avant le confinement de mars. Et donc, les réponses qu'on va pouvoir apporter sur ce type de questions vont être surtout anecdotiques. L'année prochaine, en début 2021, quand on va récolter notre nouvelle enquête salariale, on tâchera d'avoir davantage de questions autour du Covid, l'impact que ça a eu, essayer de quantifier ça. Mais donc, d'un point de vue anecdotique, c'est sûr qu'il y a eu un impact initial au mois de mars, c'est indéniable. Il y a eu beaucoup d'incertitudes, beaucoup de nos clients qui ont gelé leur recrutement. On a eu la chance chez Nigel Frank de pouvoir maintenir l'entièreté de nos consultants en poste et notre staff, donc de rester super proche du marché, d'échanger avec les consultants, d'échanger avec les clients et monitorer ça. Et ce qu'on a vite vu, c'est que le cloud a été super robuste, Azure a été super robuste et ça rebondit assez rapidement. Nigel Frank fait partie du groupe FRG. On a plusieurs filiales spécialisées sur différents domaines technologiques autour de l'ERP, la BI et le développement web. La branche cloud a été très, très robuste, encore une fois. Je pense que il y a un mélange de projets grande échelle pour qui le budget a déjà été débloqué, du coup, qui sont restés vraiment prioritaires pour ces boîtes-là, et aussi de nouveaux projets qui se sont lancés avec des boîtes qui se sont rendues compte de la nécessité de s'adapter et rapidement. Donc franchement, ça a rebondi assez rapidement et le marché a été plus performant pour nous d'un point de vue recrutement que d'autres marchés sur lesquels le groupe pouvait intervenir. Je rajouterais à ça également, on a eu en termes d'impact sur le process de recrutement, c'est de manière assez normale, les recrutements en face à face se font de moins en moins et donc on a vu des process de recrutement qui ont été un petit peu plus courts. Habituellement, on tourne à peu près en moyenne à 6 semaines entre le premier envoi de CV et le recrutement finalisé. Là, on est maintenant sur une durée plutôt de 4 semaines. Donc, il y a un gain en efficacité à ce point-là également. Donc, un impact, oui. Là, c'est ma réponse d'un point de vue anecdotique. Et la nouvelle étude l'année prochaine, j'espère, révélera des tendances un peu plus concrètes. Alors, je me remets sur les questions. Alors, j'ai une question ici. OK, aussi une question qui revient pré-Covid et post-Covid. Là, est-ce que c'est le bon moment pour se mettre en freelance? Donc, Nigel Frank a 2 business units. On intervient sur les 2 scopes. On a des équipes qui travaillent sur des recrutements CDI. On a des équipes qui accompagnent les indépendants, les freelances vers leur prochaine mission. Donc, sur des marchés où il y a une forte demande et du coup beaucoup de missions, naturellement, il y a des personnes qui sont attirées, il y a cette attraction pour aller vers le freelance. Et comme je le disais sur la question précédente, vu que la demande est encore là, on a encore cette tendance-là. Et on a encore des personnes, pas plus tard que ce matin, une personne avec qui j'échangeais, qui a démissionné et qui prévoit à la nouvelle année d'être en recherche de mission en tant qu'indépendant. Maintenant, comme avant le Covid, encore plus maintenant, je recommanderais que ce n'est pas pour tout le monde. Faut faire une analyse par rapport à son propre profil, faire une analyse par rapport à ce qu'on souhaite avoir dans sa vie professionnelle et l'équilibre avec la vie privée, etc. Donc, chez Nigel Frank, on recommande régulièrement des personnes sur est-ce que c'est le bon moment pour eux de faire cette transition.
Et en parallèle à ça, une autre question qui revient quand même assez souvent, surtout de la part de nos clients en ce moment, c'est est-ce qu'il y a des freelances qui maintenant, dans le contexte Covid, sont plus intéressés pour se remettre en CDI? Certes, on a vu des demandes de ce type. On a eu des candidats, enfin des indépendants qui s'intéressent davantage au CDI dans le contexte, dans le climat actuel. Mais à nouveau, alors c'est peut-être un peu trop tôt pour le dire, mais au vu de la demande de mission, c'est pas une tendance et une vraie vague qu'on voit à ce niveau-là. Donc un peu une réponse de Normand, je vous l'avoue, mais pour faire court, difficile d'évaluer l'impact réel aujourd'hui sur ce sujet. Et en soi, lorsqu'on avance vers une nouvelle normalité, je pense que tout le monde a envie d'éviter de devoir faire pause sur sa carrière. Et ça, c'est quelque chose qu'on reconnaît avec nos interlocuteurs. Il y a un certain côté courageux et de vouloir juste avancer et avancer dans sa carrière et pas se faire limiter par le contexte actuel. Sur d'autres questions, est-ce que tu peux en prendre une, François? Oui, avec plaisir. On a reçu une question qui arrive assez souvent de quelqu'un donc qui nous dit qu'il est sous-payé et que les sociétés avec qui il est en contact se basent sur son salaire actuel plutôt que sa valeur sur le marché. Comment puis-je me positionner? Alors, il est vrai que souvent, beaucoup de professionnels qui peuvent avoir 3, 4 ans d'expérience au sein d'une entreprise auront forcément augmenté leurs compétences techniques ainsi que business, auront bien évidemment acquis de nouvelles certifications et plus important encore, auront plus d'expérience, plus d'exposure sur de grands projets. Et bien évidemment, quand ils se positionnent sur le marché, peut-être que durant ces 3 ans, ils n'ont pas reçu d'augmentation salariale et bien évidemment, le gap est important. L'écart est important entre le salaire actuel et la valeur que vous pouvez avoir sur le marché. Donc, il est vrai que le premier filtre, souvent au sein des entreprises, c'est le filtre des ressources humaines et un professionnel des ressources humaines aura du mal à comprendre pourquoi un professionnel demande environ, pour dire quelque chose, 25-30 d'augmentation par rapport à son salaire de base. Et notre recommandation, bien évidemment, c'est de pouvoir de passer à travers un cabinet de recrutement comme le nôtre, qui est spécialisé, qui passe environ une trentaine d'entretiens avec des candidats par semaine, qui connaît parfaitement le marché et donc qui va vous aider à vous positionner. Car en fait, notre travail est principalement un travail de consultant. On est là un petit peu pour expliquer quelles sont les tendances, orienter, accompagner nos clients pour qu'ils comprennent que ce n'est pas simplement un désir d'avoir un salaire beaucoup plus élevé, mais simplement c'est pour avoir des professionnels qui seront payés à leur juste valeur et en général, c'est ce que paye le marché. Voilà pour cette question. Alex, tu veux prendre une suivante? Oui, une question ici, quelle est la proportion de télétravail chez les clients, sachant que nous avons la situation de Covid et que de surcroît travailler sur le cloud Azure ne nécessite en rien une présence physique chez le client? Très bonne question. Alors je vais revenir un petit peu sur le point sur ce que je disais tout à l'heure. L'étude de l'année prochaine va nous permettre de quantifier et de vous dire, bah, X% de clients est aménagé pour le télétravail entièrement, X% à temps partiel, et cetera, et cetera. Ce qu'on a vu chez les clients aujourd'hui, il y a un peu de tout. Il y a ceux qui étaient déjà assez aptes et prêts habitués au télétravail, du coup, pour qui ils ont pu s'adapter très rapidement. Il y a d'autres clients qui ont vu le bénéfice de s'adapter en termes de satisfaction employée, mais aussi en termes du panel de candidats qu'ils allaient avoir pour pouvoir faire leur nouveau recrutement. Et il y a aussi des clients qui ont encore cette envie d'avoir des personnes en physique sur les projets. Alors aujourd'hui, c'est pas entièrement possible, mais qui sont moins clairs sur à quoi ressemblerait l'avenir. Et c'est d'ailleurs avec les candidats qui on traite, une des premières questions qu'on a quand on présente une nouvelle opportunité d'emploi, c'est déjà quel est le secteur, quel a été l'impact, est-ce qu'il y a eu du chômage partiel, chômage technique, et puis ensuite, quelle est la politique télétravail long terme. Beaucoup d'entreprises aujourd'hui se projettent sur qu'est-ce qu'on fait jusqu'à fin 2020, qu'est-ce qu'on fait peut-être jusqu'à l'été 2021 pour certains, mais quelle est la politique télétravail long terme? Et encore une fois, c'est un mélange, donc à nouveau malheureusement un peu une réponse de Normand, mais j'espère pouvoir vous apporter des stats un peu plus concrètes à ce niveau-là lors de l'année prochaine. OK? Je vais prendre la prochaine question, une question très intéressante aussi. C'est vaut-il mieux rester sur Azure ou basculer sur AWS?
Alors c'est vrai que c'est aussi une question qu'on nous fait souvent. Et je dirais que plutôt que basculer, j'irais plutôt chercher, on vous recommande plutôt d'aller chercher cette double compétence parce qu'en fait, actuellement, sur le marché cloud, c'est ce qui est le plus recherché. Car bien évidemment, étant spécialisé sur Azure, mais en ayant une double compétence avec AWS, va vous permettre d'avoir accès à de meilleurs projets. Bien évidemment, ces profils sont beaucoup plus rares sur le marché et en général, de par la rareté, sont un petit peu mieux payés. Mais c'est surtout vraiment l'avenir sur le marché cloud, le multi-cloud. On en a parlé un petit peu dans les slides d'avant. C'est quelque chose que année par année, est en train de prendre énormément de poids. Et c'est vrai que AWS garde la plus grande part de marché. Donc c'est important, si vous pouvez complémenter votre expérience Azure avec AWS, c'est clair que c'est un levier très important. Et en plus de ça, Azure, profitez d'avoir cette compétence Azure, car aujourd'hui sur le marché, bien évidemment, il y a moins de professionnels Azure. C'est des profils qui sont plus recherchés. Donc forcément, cette double compétence va vraiment vous démarquer sur le marché. Une dernière question ici. Par quelle certification commencer? On y allait à nouveau vous avez la liste totale, je pense, soit sur le site de Microsoft, soit via notre sondage. Si vous n'avez pas d'expérience IT, background tech, il y a une certification Fundamentals, qui est d'ailleurs celle que chez Nigel Frank, on propose aux consultants en recrutement pour apprendre les bases. Bon, j'imagine que si vous êtes ici, c'est que vous avez un background tech pour la plupart d'entre vous. Le niveau associate, il y a plusieurs options via l'administrateur, il y a une option développeur, il y a une option security, autour de l'intelligence artificielle et également deux autour de la data. Donc, en fonction de votre background, en fonction de l'angle que vous allez donner à votre carrière, il y a plusieurs options au niveau associate, qui est un petit peu, une fois passé les fundamentals, c'est ce prochain niveau. En Je pense que ce qu'on pourrait vous conseiller au mieux là-dessus, c'est de discuter de votre cas concret, votre cas perso. Encore une fois, en tant que recruteur, c'est vrai que notre métier premier, c'est de travailler sur les besoins qu'ont nos clients aujourd'hui, mais on est totalement ouvert à échanger avec vous sur ce genre de sujet. Donc n'hésitez surtout pas à prendre contact là-dessus également. Je regarde. Ok, on va en rester là pour l'instant. Merci beaucoup pour votre présence sur le webinaire. Merci beaucoup pour vos questions. Surtout, n'hésitez pas à prendre contact si vous avez envie d'explorer certains sujets plus en profondeur. Et on vous dit à bientôt au prochain webinaire de Nigel Frank. Merci. Merci à vous tous pour la participation.